Alors aujourd'hui, c'est une vidéo tournée au Salon de la Photo 2018 où je réponds à vos questions sur le stand de Normal Magazine sur mon travail photo. Bonjour, je suis Sébastien Rognon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et aujourd'hui donc on se retrouve au Salon de la Photo 2018 et j'ai trouvé intéressant de vous diffuser en fait les questions que vous m'avez posées, donc les questions que le public m'a posées lors de mon passage chez Normal Magazine. Je me suis dit que c'était plus intéressant de vous montrer la vidéo de vos questions parce qu'on aborde des sujets que j'ai pas forcément abordés ailleurs et je voulais en faire en profiter tout le monde. Voilà, donc on se retrouve au Salon de la Photo avec vos questions. Bonjour, j'ai une question. Où est-ce Bonjour. que tu cherches tes modèles? Ça fait longtemps que j'ai pas cherché de modèle parce que j'ai beaucoup shooté Jessica. En fait, le problème que j'ai, c'est que je fais beaucoup de photos maintenant en dehors de France. Donc j'ai des modèles qui encore me demandent je peux poser pour toi et tout. Alors c'est soit il faut qu'on s'entende extrêmement bien et que je te paye tout un voyage et qu'on parte ensemble avec Jess et tout pour voilà. Sauf que j'ai peut-être pas envie de partir un mois avec une autre personne que Jess. Ça peut se faire mais pas pendant un mois. Puis c'est un budget aussi. Je suis en train de me dire que potentiellement, dans les pays où je vais, trouver quelqu'un, soit en collab, soit en payant. Enfin, maintenant, je commence à dégager un certain chiffre d'affaires. Il y a peut-être moyen maintenant que ce soit envisageable. Parce que ça reste quand même, enfin, de se déplacer, tout ça reste très cher. Si j'avais à chercher des modèles, j'irais beaucoup sur Instagram pour voir ce que la personne fait et aller poser des questions. Juste, est-ce que tu es dispo ou pas? Je suis Merci. très assidu et j'apprécie ton travail. J'ai une question par rapport à tes photos de ton livre, en noir et blanc, souvent très contrasté entre le corps du modèle et le fond. Je me demandais si tu t'étais déjà essayé à à d'autres types de corps, par exemple des corps d'hommes, par exemple, ou des corps noirs, ou des différences, ou est-ce que justement le contraste d'une part du corps de la femme et ensuite le contraste entre le blanc et le noir était important pour toi, ou en tout cas dans cette série? Soledad n'était que en noir et blanc, c'était obligatoire. Puis de toute façon, dans une série, je vois mal changer couleur noir et blanc. C'est très graphique pour moi. Ça permet de partir dans un autre monde. On enlève la dimension couleur. En fait, souvent, quand on regarde mes photos en couleur, elles sont monochromatiques. Donc ça reste. C'était Laurent Hini qui disait ça hier, en regardant une photo de Nicolas Guérin qui avait fait sur toute sa série au Chili, c'est que du noir et blanc sauf la première. Mais c'était un coucher de soleil, donc c'était rouge. Et en fait, Laurent Hini a dit, mais cette photo est très noir et blanc parce qu'elle était monochromatique. Donc je pense que mes photos couleurs sont aussi très monochromatiques. Et oui, j'adore le contraste parce que c'est ce qui va accrocher l'œil. Je ne pourrais pas encore trop l'expliquer, mais ça va. J'ai toujours été emmerdé, on va dire le mot, par le gris. Ça va pas se ressortir. Enfin, il y a une limite, faut pas non plus que ça devienne de la dessin partielle où il y a tout noir et en blanc, mais même si ça peut être très graphique aussi. Ça dépend, faut juste savoir trouver la bonne dose pour chaque photo. Après, pour les différents corps, il y a quelques hommes. Il y a une photo comme celle-là, par exemple, qui a été faite avec Julien. Après, c'est toujours des corps, je dirais, assez androgynes. Ça permet de bien épouser la nature et de créer des formes. Après, je me suis jamais essayé à d'autres types de corps. Faudrait que j'essaye. Et pour les peaux blanches ou peaux noires, je cherche activement. Enfin, activement, non. Je cherche pas activement, mais je cherche des modèles noirs, femmes, parce que ça peut être vraiment très intéressant, surtout l'hiver venant, avec la neige. Ah bah non. Ça, il y en avait une ou deux qui disaient ah ben non, la neige. Je vais plutôt chercher quelqu'un qui sait poser. Alors pas dans le sens je suis trop belle, tout ça. C'est dans le sens je sais poser son corps. Ce qui est vraiment pas évident, c'est un métier. C'est un métier, oui. Et on a tendance à dire n'importe qui peut... Enfin, beaucoup de gens disent n'importe qui peut devenir modèle, juste à être belle, et puis voilà. Non, j'ai pu shooter des filles très belles, et c'était horrible en termes de rendu de corps, et de posture, et des filles beaucoup moins belles, qu'on pourrait appeler beaucoup moins belles, ou des mecs beaucoup moins beaux, et sur photo, ce sont... Enfin, ils se placent et c'est juste monstrueux, quoi. Là-dessus, c'est vraiment plus en fonction des rencontres, des coups de cœur. Et aussi un truc très important. Très important aussi d'avoir quelqu'un avec qui on s'entend, enfin, qui va se sentir en sécurité avec nous. Surtout sur ce type de photo, où ça demande quand même physiquement d'être assez résistant. On ne peut pas demander ça à quelqu'un qui ne nous aime pas. Il va vraiment falloir ou qui n'a pas confiance en nous. Quand on a fait ce type de photo avec Jessica, il faut qu'elle ait confiance. Alors j'avais une question parce que tu es quand même relativement loin de tes modèles quand tu prends des photos. Est-ce que tu fais un brief avec tes modèles avant pour savoir comment elles se placent ou à quel moment tu as fini ta prise de vue et que tu es content de ta prise? Ou est-ce qu'elles sont complètement autonomes et c'est elles qui se placent comme elles le veulent ou c'est toi carrément qui décides, c'est carré, c'est comme ça? Alors ce qui est très drôle, c'est qu'en Islande, il s'est passé un truc que j'avais pas vécu depuis très longtemps. Je shoote tout le temps Jessica. On se connaît. Elle sait comment je fonctionne. Elle sait comment je m'énerve. Elle sait que elle peut savoir ma mauvaise humeur, peut savoir ma bonne humeur. Ça dépend des moments. Si je connais sa mauvaise humeur aussi. Et je sais ce que je peux lui demander, ce que je peux pas lui demander, tout ça. Elle sait que je dirige beaucoup, que je lui laisse forcément de la place pour agir.
Mais par exemple, sur une photo comme celle-là ou comme celle-là, là, on s'entend pas. Il y a un vent de fou, il y a des grains de sable partout. Elle a dû partir de la voiture, courir, se déshabiller dans la voiture, courir toute nue sur la plage et repartir avec un vent de malade, il faisait froid. Enfin, voilà, j'ai des photos où elle En gros, j'ai défini avant. C'est-à-dire que là, voilà le type de photo que je vais faire, je pense. Et surtout, voilà le type de geste que je vais faire. Si moi, je me mets debout, enfin, si je te fais ça, tu vas debout. Si je te fais comme ça, c'est que tu regardes par là. Si je m'assois et que je te fais des gestes pour que tu t'assois. Je travaille beaucoup en mimétisme. Mais c'est parce qu'on s'entend très bien et qu'on se connaît. Contrairement à Svala, où ça a été très bizarre, pour moi très déconcertant, parce que c'est une modèle qui a sa propre expression. On se connaissait pas trop, puis elle parle anglais. Je parle anglais aussi, mais du coup, c'est pas assez fluidement pour dire tout. Après, je lui ai dit, voilà, plus comme ça, et comme ci, comme ci, comme ça. Mais comme je crée en même temps, c'est-à-dire que je place mon modèle et puis la photo vient se créer au bout de 2, 3, 4, 5 minutes pour trouver la bonne pose. À un moment, je lui dis fais ce que tu veux et puis là, elle s'exprime. En fait, elle est dans son monde et elle va pour s'exprimer. Je la vois bouger, je la vois oh, stop, va pas trop vite. En fait, elle est habituée à shooter avec des photographes qui la laissent faire. Et voilà, moi je suis extrêmement directif et donc du coup il a fallu que je m'habitue à quelqu'un qui se laissait totalement, enfin qui avait son monde et ça a été quelque chose d'assez déconcertant et là j'étais assez loin et j'avais Jessica à côté qui lui transmettait les infos. Ça m'est même arrivé de faire des shootings par téléphone parce que t'es trop loin donc une photo que j'ai jamais montrée, c'est la dernière que j'ai faite, c'est à côté de Brest, c'est Jessica dedans mais pour une fois je l'ai laissé 2 fois et en fait sur cette photo là ce qui est très drôle c'est qu'on était allé voir un ami. Si vous connaissez, c'est Jérémy, le frère de Link the Sun, Jérémy Brott, qui suit F1.4 et qui est devenu un très bon ami. Et on a été le voir à Brest quand on était en Bretagne cet été. Et là, on s'est dit, bon, on a pris un cajot avec des fruits, des légumes et tout ça, puis on a été bouffer ici. Il vient un endroit que j'adore. Putain, là, ce truc-là, il faut que je fasse une photo. Et on mange comme ça et tout. Je dis, c'est maintenant qu'il faut faire la photo. Et là, en fait, il est au téléphone, donc il est juste derrière, il est par ici. Il est au téléphone, tu peux dire à Jess de faire ci, de faire ci, de faire ça, et il transmet, parce que moi j'étais trop loin, et j'étais à 100 mètres, et donc impossible de parler au bord de mer et tout. Donc voilà, on peut faire des shootings par téléphone aussi, mais c'est bien d'avoir un assistant quand même pour ça, parce que transmettre, c'est quand même compliqué. Pourquoi avoir choisi ce nom pour cette série ? Quelle est sa signification ? Je devais avoir 5, 6, 7 photos, quelque chose comme ça. J'en ai fait le moment où je les ai diffusées sur Facebook et il fallait donner un nom à cet album. Premier nom qui m'est venu, c'est ça. Parce que je sais pas si je l'avais en tête ou pas, j'en sais rien. J'ai dit Soledad et je me suis dit je le changerai. Et puis au bout de 6 mois, 1 an, je me dis bon, faut quand même que je trouve un vrai titre à cette série. J'en ai discuté un peu autour de moi et tout le monde m'a dit mais non, change pas, c'est très bien. Et est-ce que ça a influencé toutes les autres photos que j'ai pu faire ? Qui ont du coup été encore plus dans ça, ou est-ce que c'était ça? Et c'est juste que la genèse est marrante. Et ce que ça signifie, donc ça signifie solitude. Et ma série a toujours voulu être pessimiste, donc ça m'allait très bien. Puis je suis quelqu'un de très solitaire, et je me suis posé beaucoup de questions sur la solitude aussi, donc tout prenait sens. Je voulais savoir quel matériel utilises-tu en fait pour, Il a fallu cette question. Toutes les photos ont été faites au 5D 2 ou 3, et surtout j'ai beaucoup utilisé un Samyang 14 mm, enfin un 14 mm pour déformer la réalité et voir autre chose que ce que n'importe qui voit, puisque surtout si on joue sur des... Là ça se voit pas trop, mais là de toute façon ça devait être au 50 celle-là. Le 14, quand on se rapproche quand on a des premiers plans, ils vont extrêmement se déformer, ce qui fait qu'on va pouvoir voir des choses qu'on ne voit pas normalement. Mon travail est extrêmement calé sur de la pareidolie, donc sur créer des formes, sur les formes que je peux voir. Et donc le 14 m'a permis ça. Et une anecdote aussi très drôle, une anecdote sur l'Islande. Svala me racontait l'histoire de l'Islande et le folklore et tout. Et elle me racontait que dans la pierre, c'est un monde avec beaucoup d'elfes, je crois, ou de gobelins, je sais plus. Je crois que c'est des gobelins. Et les gobelins, pour eux, en fait, sortent la nuit, mais la journée se cache dans la pierre. Et on les voit dans la pierre. Et en fait, Svala, je l'ai rencontré à la toute fin. Et pendant tout le voyage, j'ai fait plein de photos de ces gobelins-là sans le savoir. Et du coup, c'est aussi pour ça que je suis en lien avec l'Islande, c'est qu'ils ont un folklore qui me parle, moi, extrêmement. Question technique. Au niveau du drone, comme c'est un tout petit capteur, et que j'imagine toi aussi, tu es quand même habitué à un grand capteur, voilà, tout ce qui est... Du coup, tu n'as pas eu trop de problèmes au niveau de post-production et même au niveau des tirages, tout ce qui est la qualité sur vraiment des petits capteurs des DJI, quoi, de tous les drones en ce moment. En plus, il faut savoir que je suis parti avec le Mavic 1, donc c'était un 12 mégapixels, je crois, ou 11 mégapixels. En gros, c'est votre téléphone. Oui, je suis totalement d'accord
c'est problématique. Mais celle-là, qu'on peut voir juste derrière, je l'ai tirée, elle est en 60, mais je l'ai tirée en 80 en gros tirage d'art. Il manque un tout petit peu de définition, mais ça marche très très bien. Après, en post-prod, alors je vais donner une petite astuce sur cette photo-là. C'est une double photo, c'est-à-dire que je l'ai prise une fois de haut pour avoir l'ensemble, et après je suis descendu, d'où le côté être en zénithal. C'est plus facile pour faire ce genre de manip, sauf quand il y a des grands arbres et tout ça, parce que ça change la perspective. Mais je suis redescendu faire une photo de Jessica plus proche pour avoir plus de définition, puis après j'ai fusionné les deux, et comme mon centre d'attention, enfin le centre d'attention que je veux, c'est Jessica, en fait il y aura plus de définition, il y aura plus de pixels à cet endroit-là, ce qui fait que tout le reste, on s'en fout si c'est un petit peu flou, repiquer un petit peu. C'est aussi une technique pour amener les gens à regarder ça. Mais tu vois, par exemple, même sur une photo comme celle-là, où là on est quand même on est sur une télé, c'est différent, mais là on est encore plus haut et ça marche. Après, je te le dis pas, je suis en train de revendre mon Mavic 1 pour me prendre le nouveau, quoi. Ça c'est sûr. Pour partir en Nouvelle-Zélande, un 20 mégapixels avec un meilleur capteur, oui, forcément. Mais par contre, je n'irai pas prendre les gros. Je n'irai pas prendre un fantôme ou celui au-dessus. C'est lourd. Enfin, c'est lourd. C'est une grosse caisse à porter. Et je me vois très mal voyager avec encore plus un bagage avec ça. Là, le Mavic, en gros, on était en 4x4. Il allait dans la poche au milieu. J'avais juste à faire ça, je le sortais, je le dépliais, il partait. Et rien que ça aussi, alors c'est aussi un truc, mais c'est comme avoir un moyen format, enfin un gros moyen format ou une chambre. On gagne en qualité ce qu'on perd en transportabilité et en rapidité d'action. Une grosse partie de mon travail, c'est que ce soit fun pour moi et pour mon modèle. Et si en plus, pour le modèle qui a froid, on est là, on va passer encore 20 minutes de plus pour tout bien mettre et pour tout mettre en place. On n'y arrive plus. Donc j'avais essayé un petit peu au Hasselblad et c'est vrai que ça prend du temps, ça prend beaucoup plus de temps. Ça fait de meilleure qualité, mais entre le gain de qualité et la perte de fun, on garde le fun. À propos du livre, j'ai un problème personnellement, c'est la réduction de mes photos que je fais en grand format, des 120 à peu près, et les réduire dans le format d'un A4. C'est souvent assez frustrant. Est-ce que tu as le même... Alors, moi aussi, je tire beaucoup mes photos en très grand. Peut-être pas en 120, mais au moins en 80, voire en 1 mètre. Et c'est vrai que les réduire dans un petit format style A4, ça peut être très frustrant. Je te l'accorde totalement. J'ai eu très peur de ça. Quand j'ai vu les photos sortir de la machine, je fais non, quand même. C'est un beau format. Si le tirage n'est pas trop mal fait, on garde le détail. Après, j'avais pas trop peur parce que j'ai fait tirer aussi des photos chez Art Photolab en petit. Il y a toute la série Soledad qui est en Glimart sur le site d'Art Photolab. Et les photos sont en 15-21, un peu plus que 15-21. Et ça reste quand même totalement appréciable. On perd pas. Même si c'est vrai que c'est mieux d'avoir la photo en 1m20 ou 1m50. Tout ce mur-là, ça va être génial, tout ça. Après, il faut avoir le recul quand même. Il faut avoir la maison pour quand même. J'ai voulu prendre une photo au turc et ça passe pas. Enfin, si, ça passerait, mais faut le mur quand même. Quand tu déménages, tu dis non, je peux pas prendre cet appart-là, ça passera pas, quoi. Quand on voit le livre, c'est autre chose en fait. C'est autre chose qu'un vrai tirage. C'est une œuvre en fait à part entière. Le livre devient une œuvre avec tout ce qu'il y a dedans. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc cette frustration là dont tu parles, elle est contrebalancée totalement par le fait qu'il y ait un produit avec une couverture qu'on a entre les mains, qu'on peut voir, qu'on peut passer. Le tirage, il est au mur. On peut le prendre et le regarder, mais tiens, vas-y, je te le prête 2 secondes, tiens, lis-le. Bah non, je l'ai vu, c'est la photo, quoi. C'est une très bonne question, je l'ai eu. Et maintenant, je te dirais... Et encore, je le trouve petit. Mais quand je l'ai vu, je fais... En fait, je savais qu'il allait pas être très haut. En largeur, en longueur, c'est bon, je savais qu'il allait pas être très haut. Il a peut-être fallu faire 1,5 fois plus grand, mais bon, je m'appelle pas encore Salgado et si je pourrais faire des grands livres, mais bon, le jour où je serai comme lui, quoi. Tu disais que tu te considérais plus photographe auteur que photographe prestataire. Est-ce que être photographe auteur, ça t'a apporté dans ta partie photographe prestataire de mariage, c'est-à-dire au niveau de l'inspiration que tu peux avoir, la prise de vue ou même dans ton storytelling que tu fais pendant une prestation mariage? Je crois que c'était avant-hier, je discutais avec une photographe professionnelle et qui me disait j'ai plus le temps pour mon travail personnel. Je sentais une énorme frustration, je ne fais que du pro et ça commence à me lourder. Il y a un truc que je conseille vraiment et je le sens moi, parce que je fais plus forcément, je fais des photos plus qu'en voyageant. Je voyage pas non plus, je voyage beaucoup, mais pas non plus, 2 fois par an, c'est pas non plus, voilà. Il y a cette frustration de pas de s'ennuyer, mais de s'ennuyer plus vite. C'est pas que je m'ennuie, c'est juste qu'on a plus d'impatience. Je dis toujours que la photo d'auteur est pour un photographe professionnel quelque chose d'un très 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 important. Après, je comprends qu'il y a des photographes professionnels qui soient que des photographes professionnels, qui n'aient pas de créatif à côté. Pour un photographe de mariage qui essaye de se renouveler, qui essaye d'y aller, ou même photographe autre, hein, même architecture ou autre, c'est comme un dessinateur de BD ou un graphiste. Enfin, faut qu'il ait ses propres projets. Et c'est de nos propres projets, on arrive à avoir de nouvelles techniques,
à développer un nouvel œil. Et après, on intègre tout ça dans notre travail professionnel. Et par exemple, je sais que je fais beaucoup de photos de mariés qui sont dans la veine de mes landscape nude. J'ai pas encore réussi à les mettre tout nus, ça arrivera peut-être un jour. Par exemple, en Islande, on a fait une séance photo de couple, de mariés. Ils ont changé, ils devaient aller à l'île Maurice. J'ai dit, bon, on va en Islande, nous. Ok, on va en Islande aussi. Et on s'est retrouvés à faire une journée de photos de couple à Snaefellsnes, c'était génial, et ils sont intégrés dans la nature, et moi j'adore ça. Au lieu d'y passer 3 heures comme c'était prévu sur le contrat, on y a passé la journée parce que c'était magnifique, et que c'était cool, et on kiffait tous, et pour moi c'est extrêmement important, et il faut surtout pas, c'est pour ça qu'en 2019 pour moi c'est quelque chose que je veux encore plus travailler, enfin retravailler à ça. YouTube est une grosse plateforme du coup qui a été, tu le dis, une pédale d'accélération importante pour ton activité, pour la création de ta communauté, etc. Si tu repartais vraiment du début et que YouTube n'existait pas, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas cette influence ou même que la plateforme n'existait pas, vers quoi tu te dirigerais? Qu'est-ce que tu choisirais pour te développer? En fait, s'il n'y avait pas YouTube, pour moi, il n'y aurait pas Internet. Il y avait Internet avant d'avoir YouTube, mais c'était la suite logique des choses. Il faudrait faire à l'ancienne, sauf qu'à l'ancienne, je ne connais pas, mais il faudrait plus aller vers des magazines. Il serait plus aller démarcher des magazines, ce qui veut dire aussi moins de photographes, puisque Internet a développé énormément de photographes, dont je fais partie. On se dit toujours, en tant que professionnel, le numérique a ramené plein de professionnels, ils font chier, tout ça et tout. Non, je peux pas être d'accord avec ça, puisque moi-même, je n'ai pas fait d'argentique, donc je suis arrivé je suis arrivé par le numérique. J'ai pas fait YouTube pour me faire connaître, c'était pour l'envie de partager. Et à l'époque, en 2012, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, il n'y avait pas des Norman, il n'y avait pas des YouTubeurs on m'a dit 70 millions d'abonnés. Je crois qu'on dit que PewDiePie arrive à 70 millions d'abonnés, j'ai appris ça. Il n'y avait pas ça. À l'époque, il y avait un seul YouTuber français, un seul mec sur YouTube qui faisait des vidéos sur la photo. C'était Blaise Fiedler. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a eu Laurent Breya, il y a eu Xavier Navarro, il y a eu moi cette année, en 2012. Et c'est en 2012 que ça a un peu décollé, mais c'est vraiment l'envie de partager. Et puis je te dis pas que je savais que 6 ans après, je continuerais ça et que ça allait permettre de trouver mes clients, de vendre mes livres, de vendre mes photos, de vendre des formations. Je savais même pas qu'à l'époque je voulais être formateur. J'ai pas de stratégie. Contrairement à d'autres youtubeurs et à d'autres personnes qui boostent bien plus que moi, j'ai pas de stratégie. Et parce que je vais vers ce que j'aime, je vais vers ce que j'ai envie de faire. Au contraire, je fais uniquement ce que j'aime et j'irai vers les magazines. Dans l'éventualité où tu ferais le tour de la question du landscape nude, quelle serait l'étape suivante? Alors, le tour de la question du landscape nude, je ne sais pas si je le ferai un jour ou si je ne vais pas le laisser de côté pendant un an pour revenir dessus et tout. Mais c'est une très très bonne transition, c'est parfait ce que tu dis. Pour avoir cette réponse, il va falloir attendre 3 quarts d'heure et me rejoindre chez Profoto. Parce que c'est exactement la réponse que je vais te donner. Alors, bon, forcément, si vous étiez au salon de la photo, ça fait une transition de ouf. Mais là, bon, on est en vidéo, j'ai laissé la transition parce que la conférence dont je vous parle à la fin de cette vidéo sera la semaine prochaine, sera diffusée la semaine prochaine. Et je ne ferai pas juste que vous parler de mon travail de photo, je vous montrerai directement sur scène un setup de lumière avec l'un d'entre vous également. Un truc un petit peu funky, on va dire. Merci beaucoup à Normal Magazine de m'avoir accueilli sur leur stand. Merci à toi aussi, Clément Marion, d'avoir passé cette heure avec moi, parce que tu avais un petit peu peur de le faire, et tu l'as fait, et tu l'as bien fait. Et puis, merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux à cette conférence. Rendez-vous cette année, en 2019, au Salon de la Photo encore. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.